Nous, en introduction, quand on fait le neuromarketing, en introduction, souvent, on nous donne l'exemple de deux entreprises. Bon, je ne veux pas faire de la publicité, de deux Ouais. sociétés de boissons, par exemple. Donc, si on ferme les yeux, par exemple, on prend trois personnes, on ferme les yeux, bon, ça, on les empêche de voir. On leur demande de choisir ou de goûter à tel produit, à tel produit. Donc, ils vont goûter, ils vont choisir l'autre produit. Pourquoi? Parce que, en termes de goût et tout c'est ça qui les attire. Et maintenant, dès qu'on leur permet, donne l'occasion de voir, d'avoir l'aperçu pas passé, automatiquement, ils vont choisir l'autre produit qu'ils n'avaient pas choisi quand ils avaient les yeux bandés. Parce que là, Hmm. en termes de communication, en termes aussi de visuel, etc., en termes d'information, l'autre produit est beaucoup plus voilà, présent en termes de communication. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sal, bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur de recevoir sur le cercle mon cher Pape Mamadou Diouf, qui est diplômé en neuromarketing, réseaux sociaux et spécialiste en SEO, SEA et digital marketing. Pape, bienvenue au cercle. Merci beaucoup, Habib. J'espère que vous allez bien et je salue aussi les abonnés de Cercle des influenceurs. Et merci aussi, c'est un honneur pour moi d'être ici. Djadjef. Non, le plaisir est pour moi. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir consacré un peu de ton précieux temps. Je sais que c'est pas évident avec les rendez-vous, les empêchements et tout. Merci beaucoup. C'est vraiment un honneur. Et bon, on va entrer dans le vif du sujet. Pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi et de ton parcours et comment tu t'es spécialisé dans le neuromarketing et le marketing numérique de manière générale? Alors, merci beaucoup. Bon, moi c'est Momodou, Pape Momodou Diouf, plus connu sous le nom aussi de PMD Digital. Donc, soit j'ai l'habitude, tendance à des PMD Digital comme Parlement Digital ou bien Programme Marketing Digital. Je suis spécialiste aussi en marketing et en communication digitale 360, aussi en neuromarketing. J'ai 9 ans d'expérience dans ce domaine et diplômé aussi, titulaire d'une licence et aussi d'un master en communication, aussi en marketing digital aussi, et aussi diplômé aussi, comme tantôt expliqué, en neuromarketing, parce que je commence à me spécialiser aussi en neuromarketing avec Vutet Academy. Donc, depuis, comme j'ai tantôt expliqué, depuis 9 ans, j'ai évolué dans ce domaine en tant que formateur aussi. Je suis aussi enseignant et professeur d'université. Je donne aussi des cours dans quelques écoles de formation ici à Dakar. Donc, après, au fur et à mesure, Inch'Allah, on aura l'occasion d'en parler. Le pourquoi je me suis spécialisé aussi, comment je me suis spécialisé en marketing digital. Bon, c'est une passion déjà à travers aussi le numérique que j'ai trouvé assez intéressant depuis quelques années et qui est en amélioration, en développement aussi parce que tout le temps j'ai l'habitude de dire que je ne suis pas expert parce que je suis un spécialiste. Pourquoi je refuse, je refuse le nom expert parce que c'est un monde qui évolue tout le temps. Même récemment avec l'avènement des IA et tout, donc par la suite, je me suis dit que voilà, je suis intéressé par ce monde du numérique, donc j'ai commencé à m'évoluer, à faire des recherches, à faire une formation, à faire plusieurs formations à la fois, même s'il y a des personnes aussi qui m'ont influencé dans ce monde parce que je quittais tout le temps la banlieue pour aller à Dakar pour faire des formations, après rentrer, etc. Et au fur et à mesure, après, je me suis dit, je dois me spécialiser dans ce domaine et je suis passionné de tout ce qui est e-commerce aussi, dropshipping, etc., etc., quoi. Donc, c'est ça. Ok, merci. Je vois un petit peu. Est-ce que tu peux parler un petit peu du neuromarketing? Parce que moi, bon, comme la majeure partie des gens qui nous écoutent et qui nous regardent, hein, je suis pas un expert dans le domaine. J'ai quelques appréhensions, mais je suis là pour apprendre comme tous. Donc, est-ce que tu peux parler, c'est quoi, en fait, la spécialisation du neuromarketing?
Parce que j'ai jamais entendu ce terme avant. J'ai entendu marketing numérique, marketing digital, oui, mais neuromarketing, ça a l'air d'être psychologique un petit Ouais, peu. exactement. Ça, même vous savez déjà, forcément, vous connaissez un peu la réponse. Parce que c'est l'étude du comportement psychologique de l'internaute ou bien du client. C'est-à-dire, si on parle de neuromarketing, il y a ce qu'on appelle l'aspect neurosciences, l'étude des neurosciences et du marketing. C'est-à-dire le fait d'influencer le comportement d'achat du client à travers ce qu'on appelle des stratégies qui touchent à notre psychologie ou bien au comportement psychologique du consommateur ou bien du client. Parce que, par exemple, nous, souvent, on a des préférences pour acheter un produit ou bien des services. Parfois, on achète via ce qu'on appelle l'aspect visuel ou bien l'aspect sensoriel ou bien l'aspect olfactif, ça dépend. Parce que c'est à travers ces comportements que l'on utilise pour pouvoir influencer la personne. Par exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, si on a tendance à le voir sur les réseaux sociaux, vous regardez une personne qui a sa boutique e-commerce et il a du mal, la personne exactement, elle a du mal à faire des chiffres d'affaires, à vendre, etc. Souvent, elle a cette possibilité de prendre, par exemple, ses produits et mettre ça autour avec des factures, avec des sachets, etc. Prendre ça en vidéo et dire merci à mes clients et tac, dès qu'elle poste ou bien dès qu'il poste le produit ou bien cette vidéo, automatiquement ça commence à avoir des réactions parce que ça suscite déjà le comportement et décision d'achat de l'internaute parce qu'il va se dire que waouh, cette personne a tous ses commandes, donc ce produit ou bien les produits qu'il cherche à vendre, donc c'est des produits qui sont top ou bien etc. etc., etc. Donc il y a plusieurs définitions. Parfois vous pouvez entrer par exemple avec les restaurants, par exemple si on prend l'exemple des restaurants, ils sont plus maintenant dans l'aspect décoratif qui attire la personne à travers ce qu'on appelle soit les contenus qu'ils partagent ou bien dans le milieu où ils se retrouvent, etc. Donc ça, c'est juste des comportements qu'ils cherchent à faire. Parce que même récemment, j'ai suivi un documentaire avec des jeunes Français. Ils font ce qu'on appelle du neuromarketing. Mais le but, c'est quoi? C'est-à-dire avec l'aspect sonore. C'est-à-dire, vous avez tendance à voir souvent quand vous entrez au niveau d'un restaurant ou bien d'un fast-food, quand vous cuisinez, l'aspect tchus que vous entendez souvent, etc. Voilà, exactement. Donc, ils sont en train de réaliser ce genre de concept à travers des sonorités pour au moins attirer le client dès qu'il rentre dans un resto ou bien dans un fast-food, etc. Donc, c'est l'aspect neurosciences et le comportement psychologique du client que l'on étudie à travers ce qu'on appelle, que ce soit des vidéos, que ce soit l'aspect émotionnel, son, etc., etc., quoi. Non, mais tu as parfaitement raison. Je pense que quand tu analyses l'être humain de manière en fait générique, tu te rends compte que le cerveau en fait c'est l'aspect principal qui conditionne nos comportements et nos Voilà, sentiments. c'est ça. Je pense que c'est composé du cerveau limbique et du néocortex. Le néocortex, c'est la partie rationnelle et le cerveau limbique, c'est la partie émotionnelle. Émotionnel, exactement. Et je pense que chaque prise de décision, en quelque sorte, ça nécessite en fait une prise d'émotion. En tout cas, l'émotion, on peut pas retirer les émotions, que ce soit positives ou négatives, dans les prises de décision de tous les jours. Et je pense que le fait d'influencer sur ces émotions-là peut être un avantage concurrentiel dans le cadre du marketing. Mais après, je sais pas, parce que là, je suis en train de lire le livre de Robert Greene sur les lois de la nature humaine. Et en fait, ça t'initie un petit peu sur le fait que les êtres humains, en fait, il y a un code sous-jacent qui nous réunit tous, qui est programmable, qui est influençable. On n'en parle pas souvent, mais il est là, en fait. On peut le sentir, on le voit dans les dynamiques relationnelles, dans les systèmes hiérarchiques, que ce soit au travail ou dans les maisons familiales. On voit qu'il y a un code qui est non dit, mais qui régule quand même la société. Et du coup, toi, quand tu analyses le neuromarketing, est-ce que tu penses que, bon, je dirais pas que c'est de la manipulation, mais est-ce que c'est juste en fait comprendre les réalités du marché et utiliser ça à sa faveur, ou d'une part ça consiste à vendre un rêve et un imaginaire qui n'existe pas?
Oui, c'est vrai. Ça, c'est un aspect aussi qui est assez intéressant parce que souvent, comme on a tendance à dire avec que ça soit le neuromarketing ou bien le marketing en même temps, souvent on a tendance à faire de l'imaginaire, c'est-à-dire c'est important. Mais ici, en termes de comportement, parce que il faut savoir aussi, il y a ce qu'on appelle le comportement et les décisions d'achat, ce qu'on appelle du client ou bien de l'internaute. C'est à travers ce qu'on appelle ces aspects. Par exemple, vous, par exemple, Habib, vous avez par exemple un projet ou bien vous cherchez à vendre des produits ou services. Et nous, derrière, ce que l'on fait, c'est quoi? C'est qu'on va étudier comment influencer la personne pour qu'il puisse acheter directement votre produit ou autre. Par exemple, si on prend l'exemple de deux produits, par exemple, ou bien de deux entreprises qui vendent, bon, ils ont les mêmes produits, par exemple. Mais juste ce qui fait la différence, c'est quoi? C'est l'aspect design ou bien l'aspect, par exemple, le nom ou bien aussi la communication. Parce que souvent, nous, en introduction, quand on fait le neuromarketing, en introduction, souvent, on nous donne l'exemple de deux entreprises. Bon, je ne veux pas faire de la publicité, de deux sociétés de boissons, par exemple. Donc, si on ferme les yeux, par exemple, on prend trois personnes, on ferme les yeux, on les empêche de voir. On leur demande de choisir ou de goûter à tel produit. Donc, ils vont goûter, ils vont choisir l'autre produit. Pourquoi? Parce que en termes de goût et tout, c'est ça qui les attire. Et maintenant, dès qu'on leur donne l'occasion de voir, d'avoir l'aperçu pas passé, automatiquement, ils vont choisir l'autre produit qu'ils n'avaient pas choisi quand ils avaient les yeux bandés. Parce que là, en termes de communication, en termes aussi de visuel, etc., en termes d'information, l'autre produit est beaucoup plus présent en termes de communication. Parce que là, ils vont vendre même l'imaginaire, ils vont vendre même des choses qui n'existent pas, c'est vrai. Mais dès que tu utilises ce qu'on appelle le produit, exactement, tu as ce qu'on appelle peut-être une satisfaction derrière ou autre. Bon, je pense que là, on aura l'occasion, au fur et à mesure de cette discussion, d'en détailler parce que souvent, comme je l'ai tantôt expliqué, on nous dit que vous êtes des vendeurs de rêves en termes de soit. D'accord? Donc, vous êtes des vendeurs de rêves. Voilà, vous êtes tel. Est-ce que si on achète ce produit avec ce qu'on appelle le comportement du client que vous utilisez, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, si je choisis tel produit, je choisis tel produit parce que, est-ce que ce produit me promet des résultats ou non? Est-ce que si je choisis ces produits, est-ce que j'aurai une satisfaction derrière, je puisse avoir une satisfaction, etc., etc. Donc, il y a plusieurs questions que l'on se pose, mais c'est important de pouvoir mettre le client au devant de la scène, au devant de ce qu'on appelle des faits et aussi au devant des résultats que l'on promet derrière ce qu'on appelle, ce que l'on fait comme activité. Et c'est important parce que derrière, c'est vrai que si je prends un Habib, voilà, je me dis qu'Habib, voilà, je sais qu'Habib, je fais le bail personnel, je me dis que voilà, en une semaine, ou bien en 1 mois, ou bien en 3 mois, j'étudie uniquement le type client Habib, comment il se comporte, ses préférences. Habib, s'il se connecte sur www.cercledesinfluenceurs.com, il va acheter par exemple des t-shirts ou bien des produits, des gadgets, etc. Quel type de gadget forcément il doit préférer et qu'est-ce qu'on doit suggérer à Habib pour qu'il puisse acheter tel ou tel produit. Parce qu'on a étudié Habib, on a étudié ses comportements, on connaît ses préférences, donc on va faire de telle sorte qu'on va l'influencer pour qu'il puisse acheter ce qu'on appelle ce produit à travers des choses imaginaires. C'est vrai, mais après, mais des choses imaginaires, mais qui règlent une solution, du genre, qui règlent un problème spécifique. Exactement, qui règlent un problème spécifique. Exactement. Ouais, parce que ça aurait été pire si on prenait des solutions imaginaires pour résoudre des problèmes réels, quoi. Ça n'aurait pas marché. Ça veut dire que votre produit ne répond pas, en fait, aux besoins du client. Et je pense que quand les gens entendent le mot rêve, parfois, ils ont tendance à le prendre mal, comme si on vend quelque chose qui n'existe pas ou quelque chose de réel. Mais la réalité est que, en fait, l'être humain, en fait, est conditionné. D'une part, en fait, on vit grâce à notre espoir d'un avenir meilleur, quoi. Exactement. Grâce à notre espoir d'un futur désirable. Et c'est pour ça qu'on a tous cette capacité d'imitation. En fait, c'est pas pour rien que
que les entreprises vont prendre Messi ou Cristiano Ronaldo ou quelqu'un qui est au sommet de son domaine, comme Teddy Riner, pour qu'il fasse la publicité du produit, parce que ça veut dire que la majeure partie des gens voient ces gens-là comme des héros, comme des personnes de référence, et ça réveille en nous une capacité d'imitation, une capacité de vouloir se ressembler à ces gens-là. Et du coup, oui, d'une part, on vend du rêve, mais d'autre part aussi, le produit résout un problème spécifique. Spécifique, exactement. Et si vous êtes en fait un fan de Cristiano Ronaldo, peut-être ça pourrait influencer votre choix et votre décision sur ce côté-là. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pourrais ajouter juste quelque chose comme vous l'avez si bien souligné, parce que derrière il y a ce qu'on appelle ce marketing d'influence déjà que aussi les entreprises ont tendance à faire et à utiliser. C'est-à-dire pour vendre que ça soit le produit ou bien leurs activités ou services. Bon, moi, l'exemple que je donne souvent, je dis que on doit avoir tendance aussi à faire ce qu'on appelle le marketing ou bien le neuromarketing, le marketing digital, avec soit les réalités de nos pays. C'est important. Parce que si je donne juste un exemple, parfois vous pouvez voir, par exemple, plusieurs entrepreneurs sénégalais, ils ont tendance à le faire. C'est-à-dire ils ont tendance à faire de faux témoignages. Je donne juste un exemple, c'est-à-dire ces faux témoignages-là, voilà, c'est ça, ils font des faux témoignages et ces faux témoignages, c'est pour, en termes de comportement d'achat et décision d'achat du client, c'est d'influencer la personne à pouvoir acheter le produit. Mais après, est-ce que le client, s'il achète le produit avec ces témoignages qu'il a vus, est-ce que s'il n'a pas satisfaction, s'il n'a pas eu de solution à son problème, c'est ça qui cause souvent les problèmes de bad buzz via ce qu'on appelle les entreprises qui sont victimes de ces bad buzz via ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Parce que le client qui n'est pas satisfait, avec que ça soit la marque de l'entreprise, avec l'e-reputation qui est menacée, donc il y a des communications, il faut faire des publications sur les réseaux, attaquer l'entreprise, etc. Et c'est important. Maintenant, derrière, comme vous l'avez expliqué, avec les entreprises qui ont de gros moyens, par exemple, ils peuvent travailler avec ce qu'on appelle les influenceurs, ça c'est important. Et ces personnes qui sont assez influentes peuvent pousser un PMD, un Pape Momodou, acheter tel produit ou bien tel produit parce qu'il est fan et il se dit qu'un Cristiano Ronaldo, waouh, il achète ou bien il utilise tel produit ou service ou article. Donc forcément, ça doit être quelque chose d'intéressant. Si on prend l'exemple, parce que là aussi on souligne ce qu'on appelle l'expérience de l'user experience, c'est-à-dire le comportement, le parcours, l'expérience utilisateur. C'est important parce que l'expérience utilisateur aussi, ça nous permet derrière, par exemple, si on prend, il y a une entreprise qui vend des smartphones, des téléphones, là je ne vais pas aussi citer de nom, voilà, pour parler de la publicité. Voilà, en termes de user experience, ils sont les premiers à le faire. Donc, avec Norman, donc maintenant, au fur et à mesure, quand ils lancent ce qu'on appelle leur nouveau marque, par exemple, ils ont tendance à dire chaque année, ils disent tel modèle est sorti, tel modèle est sorti, mais il y a ce qu'on appelle des campagnes de communication extraordinaires qu'ils font derrière. Et c'est en vendant ce qu'on appelle des rêves, voilà, quand vous achetez notre smartphone, vous avez tel aspect, maintenant il y a l'assistant, il y a telle chose. Et aussi, ils font de telle sorte que là, quand la personne achète ce smartphone, automatiquement il est satisfait parce qu'il a toutes les informations dont il a besoin. Et cette campagne de communication nécessite, par exemple, à nécessité, c'est d'une grande importance. Et aussi, je me suis dit que, par exemple, ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont réussi et ce que le client aussi a eu à avoir quand il a acheté le smartphone, c'est vrai. Voilà, donc il y a plusieurs aspects voilà, exactement, c'est ça. Exactement. En fait, je pense que là, on a abordé un petit peu, bon, en termes de marketing, on a abordé l'aspect comportemental et psychologique. On a abordé aussi l'aspect design qui renvoie à l'art, à la magie et à la beauté de la présentation du produit. Est-ce que tu peux donner la différence entre SEA et SEO? Et quels sont les avantages et les inconvénients de chacun? Oui, si on parle par exemple de SEA et SEO, donc là forcément on parle de référencement. Parce que là, le SEA, là on parle de Search Engine Advertising. Il y a Advertising Ads comme publicité. Il y a aussi ce qu'on appelle le SEO, Search Engine Optimization. Là on parle d'optimisation. Alors, déjà la différence
et ce qu'on appelle en termes de publicité, parce que là, il y a advertising, comme j'ai tantôt expliqué, et là, optimisation. Donc, si on parle d'advertising, là, tu vas payer pour qu'on puisse référencer ce qu'on appelle, ou bien Google Ads référence ce qu'on appelle ton site internet ou bien tes plateformes. Et ça a connu, le référencement est connu surtout grâce à ce qu'on appelle Google Ads, même s'il y a aussi des outils que l'on utilise pour référencer ce qu'on appelle nos sites internet, etc. Je donne juste un exemple parce que là, en termes de SIA, pour le faire, il faut passer par Google Ads souvent. Et si vous passez par Google Ads, on achète ce qu'on appelle des mots-clés. Et ces mots-clés-là, donc à travers ce qu'on appelle le sponsoring, le boostage, etc., donc vous pouvez référencer votre site internet. Si un habit vient, il recherche un mot-clé, tac, automatiquement, votre site internet se trouve en first sur le SERP de Google. Si on parle de SERP, c'est le Search Engine Result Page. C'est quand tu recherches sur Google, tu as toutes les informations que Google te sort. Alors ton site internet est en premier sur ce qu'on appelle les moteurs de recherche à travers les mots-clés. Et c'est ça le référencement, quoi. C'est de fait d'obtenir, en fait, des lignes prioritaires sur un site. C'est ça. Sur une base de recherche. Okay. C'est ça. Maintenant, le SIA, tu payes Google avec tes compétences. Voilà, tu vas sur Google Ads, tu ouvres ton compte, etc. Tu commences à ouvrir ce qu'on appelle, à faire les démarches pour référencer ton site web, etc. Donc aussi, il y a ce qu'on appelle le SEO. Là, le SEO, c'est ce qu'on appelle le Search Engine Optimization. Maintenant, là, ça demande des compétences parce que derrière, il y a ce qu'on appelle l'aspect des contenus, l'aspect de l'hébergement, de notre domaine, des contenus que tu mets à travers ton site internet, aussi les balises, etc. Et aussi les mots-clés spécifiques que tu dois utiliser pour bien référencer ton site web. Là, tu n'as pas besoin de payer Google, mais ça demande ce qu'on appelle du temps. Tu dois indexer ton site internet. Après l'indexation, il y a ce qu'on appelle les mots-clés que tu dois utiliser. Tu dois maximiser tes visites, etc. etc. Donc, si on parle par exemple des avantages et aussi des inconvénients, par exemple, l'avantage, par exemple, du SEO et c'est là par exemple tu payes, si tu veux tes résultats, les résultats sont beaucoup plus rapides parce que quand un ami paye pour que Google référence son site internet, achète des mots clés, là c'est beaucoup plus rapide en termes de résultats parce que dès que tu boostes automatiquement en moins d'une journée tu as cette possibilité que ton site puisse avoir ce qu'on appelle des visites. Ça on peut citer ça comme avantage. Et aussi il y a ce qu'on appelle les résultats aussi parce que souvent il y a des résultats parce que moi j'en connais et j'ai plusieurs fois même essayé pour des entreprises en termes de référencement Paint et tu as des résultats parce que quand tu le fais, tac, tu te trouves sur le moteur de recherche de Google. Quand quelqu'un même recherche un mot-clé, les algorithmes suggèrent ce qu'on appelle ton site internet à la personne concernée ou bien qui recherche tes activités. Aussi en termes d'avantages aussi pour le SEO, les SEO en termes d'avantages aussi, là on va parler de ce qu'on appelle, c'est quelque chose en pérennité, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Parce que là, voilà, exactement, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Parce que là, tu ne payes pas, mais tu as un expert, un spécialiste qui référence ton site internet, qui met les mots-clés, les images qui sont optimisées, les textes qui sont optimisés, tout est optimisé et là ça dure ce qu'on appelle dans le temps et dans l'espace parce que ça peut durer plusieurs années et tout quoi. Donc c'est ça les avantages pour concernant les deux. Si je comprends bien, alors bon, pour les auditeurs et les spectateurs, c'est qu'en fait, au lieu de chercher une aiguille dans une boîte de foin, les systèmes de SEA et de SEO vous permettent en fait d'indexer et de mettre en avant en fait vos sites web sur les moteurs de recherche de Google. Comme ça, quand vous tapez par exemple le cercle d'influence ou Habib, au lieu de descendre et de chercher sur plusieurs pages pour trouver ce que vous cherchez, l'indexation, Search Engine Optimization et Search Engine Ads, ça vous permet de mettre en fait ce site web ou bien le cercle d'influence sur les premiers résultats qui sortent quand vous tapez mon nom ou le cercle d'influence. En fait, c'est une sorte de, c'est comme quand vous allez dans un supermarché, il y a toujours des produits que vous voyez devant en fait, qu'on met juste tu rentres, tu vois des produits devant en fait. En fait, c'est pas, ces produits-là, on les a pas mis là-bas par hasard, c'est du merchandising
et les gens vont faire des analyses en termes de vente, en termes d'impact pour dire que ok, ces produits-là sont nos produits vaches à lait, ce sont les plus vendus, on va les mettre ici parce qu'il y a de fortes chances que les clients qui viennent ici peuvent en avoir besoin. Même ça, quand vous allez aussi au niveau de la caisse dans les supermarchés, vous voyez des petites colonnes où on met par exemple des chewing gums, des trucs aléatoires. C'est juste pour t'influencer à prendre, tu vois, à acheter pendant que t'es dans la sortie, quoi, tu vois. Et je vois un petit peu. Et quels sont les inconvénients? Tu voulais dire les inconvénients? Ouais, exactement. En fait, concernant les inconvénients, pour bon, je dirais par exemple pour les SEO, bon, pas tellement, mais pour les SIA, il y en a parce que déjà, vu qu'il s'agit de payer, d'acheter des mots-clés, donc là, tu dépenses. Et ces mots-clés-là aussi sont des mots-clés en concurrence en fait, avec d'autres entreprises. Par exemple, c'est que des influenceurs, ils peuvent acheter un mot-clé, par exemple, comme influenceur ou bien influence. Un Pamomo aussi, il peut acheter ce mot-clé. Donc là, plus tu mises, plus tu as de fortes chances d'être bien référencé sur avec ce qu'on appelle les coûts par vue, les coûts par clic, etc. Et c'est important parce que là aussi, toute entreprise ou bien doit avoir un budget pour pouvoir acheter ce qu'on appelle des mots-clés. Ça, je trouve que c'est un inconvénient, mais parce que imagine tu ne payes pas, tu n'es pas presque référencé sur Google. Ce n'est pas quelque chose qui dure. Et aussi, l'autre option en SEO, en termes de référencement, aussi en termes d'inconvénients, peut-être ça demande des compétences techniques et voilà, ça demande du temps. Sincèrement, parce que voilà, pour bien référencer un site internet de façon naturelle, déjà, il faut que le site internet puisse être indexé, il faut que le site internet puisse avoir aussi des mots-clés spécifiques déjà, et aussi ça doit durer, parce que ça demande énormément de compétences derrière, des compétences en informatique. Il ne suffit pas d'être développeur non-code uniquement, mais il faut avoir d'autres compétences en développement, en codage, etc., etc. Parce que c'est ça, en fait, les inconvénients. Donc, comme vous l'avez souligné, moi, d'habitude, j'explique de façon très simple, soit à mes étudiants, ou bien un Sénégalais lambda. Par exemple, quand il va sur Google, par exemple, il recherche, par exemple, un mot-clé. Par exemple, je donne l'exemple d'une entreprise ici. Ils sont spécialisés dans le domaine de l'horlogerie. Donc, ils font des montres, etc. Ouais, mais voilà, exactement. Quand tu vas sur Google, tu recherches par exemple montre uniquement, ils vont arriver en 5e position ou bien 6e position. Mais quand tu mets par exemple montre femme, tac, automatiquement ils sont en 1er ou 2e position. Parce qu'ils ont ajouté un mot-clé femme automatiquement voilà, à travers ce qu'on appelle le référencement. Donc c'est ça, exactement comme vous l'avez soutenu tout à l'heure, le référencement de façon très simple, c'est-à-dire quand vous utilisez, vous anticipez par exemple le client ou bien l'internaute, vous dites que Habib, il est intéressé par ça, forcément quand il achète ou bien il recherche un produit, il doit rechercher ses mots-clés. Et à travers ces mots-clés-là, moi je vais utiliser pour pouvoir le mettre, l'ajuster via ce qu'on appelle mon site internet. Donc dès qu'il recherche sur Google, automatiquement, là il y a ce qu'on appelle mon site internet qui apparaît. Et même on a tendance à dire que le référencement ne doit pas uniquement se limiter via ce qu'on appelle les sites internet, mais il y a ce qu'on appelle l'effet des backlinks, etc. Via ce qu'on appelle les réseaux sociaux. On a tendance à communiquer sur les réseaux sociaux pour rediriger ce qu'on appelle soit nos internautes ou bien nos clients via ce qu'on appelle nos sites internet pour avoir un bon référencement sur ces plateformes. Ouais, super, super. Et du coup, en termes de budget, parce que bon, c'est pas gratuit, hein, tout ce qui est SEA, SEO, c'est pas gratuit. Donc, mais est-ce que le fait de dépenser de l'argent pour améliorer son référencement et son indexation, est-ce que en fait cela va vous permettre des résultats probants du genre, est-ce que le budget justifie les résultats ou est-ce que les résultats justifient le budget? Par exemple, si quelqu'un a une campagne de référencement à faire là et qu'il est prêt à dépenser 1 million, est-ce que au bout du compte, en fait, ces 1 million là de francs CFA dépensés vont générer en fait des clients réels, convertibles, qui amènent en fait, qui font des achats et qui contribuent à l'augmentation du chiffre d'affaires. En d'autres termes, de manière simple, est-ce que les résultats sont garantis si on fait en fait
si on met en place un budget de marketing, référencement et indexation? Déjà, si comme j'ai tant expliqué, par exemple, en termes de budget de référencement et d'indexation, par exemple, si on peut considérer l'indexation, par exemple, comme quelque chose de gratuit, parce que l'indexation, après exactement, ça va dépendre par rapport à Google Search Console, voilà, mettre les informations de site internet, mettre les pages, etc., pour que Google puisse indexer ton site internet. Là, ça peut être de façon gratuite, même s'il y a d'autres techniques aussi, beaucoup plus rapides. Mais aussi, en termes de budget, Habib, c'est une question d'organisation. Parce que moi, c'est ça que j'ai l'habitude de dire. Même avec 100 000 francs, en termes de compétences et d'organisation, et si vous maîtrisez par exemple ce que vous faites, même avec 100 000 francs, vous pouvez avoir des résultats. Par exemple, pour vous donner par exemple 1 million ou bien 100 millions pour des campagnes de référencement, mais vous ne maîtrisez pas exactement comment ça se passe et c'est mort. Donc, par exemple, si vous avez un budget par exemple qui tourne autour de 1 million, on donne l'exemple, on vous demande de pouvoir référencer par exemple votre publicité avec ce qu'on appelle un référencement payant par exemple, en termes de référencement. Donc là, vous pouvez dépenser, par exemple, parce que le référencement, ça va dépendre par rapport aux mots-clés que vous achetez. Par exemple, vous pouvez venir, par exemple, on prend un mot-clé comme assurance. Alors, ton site internet, par exemple, ou bien on parle de cercle des influences. Le site internet d'Habib parle prend l'exemple des personnes qui sont influentes dans leur domaine d'activité, etc. Donc, il a besoin d'acheter ce qu'on appelle ce mot influence ou bien influenceur pour pouvoir référencer son site internet. Un PAM mode aussi, il a besoin de ça. Donc, si vous allez sur Google, donc vous voyez que le mot influence est déjà acheté. Donc, ça coûte par exemple 100 000 francs. Je donne juste un exemple. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent ou bien qui l'ont déjà acheté en termes de référencement. D'où, avant de vous lancer, il faut maîtriser des outils. C'est important. Parce que le budget de 1 million, avant de commencer, il faut maîtriser des outils comme des SEMrush, comme Answer Public, etc. Parce que ces outils-là vont vous permettre aujourd'hui, si vous achetez des mots-clés pour référencer votre site internet, on va vous donner des informations. Ce mot-clé coûte tel prix, telle personne, telle entreprise l'a utilisé, ou bien telle personne l'a recherché, telle personne l'a recherché. Donc c'est à travers ce qu'on appelle ce budget que vous avez déjà au préalable comme information que vous devez utiliser pour pouvoir dépenser sur Google AdWords pour référencer ce qu'on appelle ton site internet. Donc, moi, personnellement, toutes les campagnes de référencement que j'ai eu à faire pour les entreprises ont eu des réussites, ont réussi parce que j'ai pris le temps au préalable de pouvoir m'organiser, d'analyser et de le faire de façon spécifique, de faire des recherches pour ça. Parce que même si vous utilisez le référencement payant, vous devez avoir des compétences parce que vous devez vous-même mettre les informations dans le site internet, mettre les balises, mettre les mots-clés recherchés. Donc c'est à travers ça que Google va booster par exemple ton site internet et tes plateformes pour que ça puisse attirer des clients. Donc moi je dis personnellement, vous pouvez avoir des résultats qui sont garantis si vous maîtrisez exactement ce que vous faites, parce qu'il y a des choses au préalable, mais si vous ne le maîtrisez pas, c'est mort, vous ne pouvez pas avoir de résultats, ça devient aléatoire. Je comprends. Maintenant, la créativité et la force de vente. Je pense que j'ai constaté que d'habitude, je vois en fait deux modèles de personnes. Il y en a qui sont innovants, créatifs, mais qui ont du mal à vendre. Et il y en a en fait qui savent vendre même s'ils ne maîtrisent pas les éléments techniques du produit en question. C'est un peu comme Steve Jobs et ses collaborateurs. Steve Jobs était le génie du marketing, même si en termes d'ingénierie, il n'était pas aussi compétent et talentueux, mais il a su en fait réunir les meilleures têtes de son temps pour construire Apple et ses différents produits. Et derrière, celui qui mettait en place les stratégies de marketing, de vente et de communication. Donc, pour toi, en fait, j'imagine que c'est important dans une entreprise ou dans un produit ou dans un service de mélanger les deux, d'avoir une touche créative et d'avoir aussi une force de vente. Mais comment, de manière détaillée, comment les deux se complètent? Qu'est-ce qui est le plus important? Et est-ce que quelqu'un peut passer d'un créatif à un vendeur aguerri? Ou bien pas, moi je sais que je hais vendre, je sais pas comment vendre, j'aime pas l'idée de négocier. Même je me rappelle bien jusqu'à maintenant, à chaque fois que je cherche à acheter un truc,
je suis obligé d'en parler avec une amie ou bien un membre de la famille. Même quand j'étais gamin, ma mère me disait tout le temps, toi, tu te fais tout le temps avoir parce que tu ne négocies jamais. Parce que j'ai l'ordre de la négociation, quoi. On a le même problème. Non, je hais ça. En même temps, bon, en fait, je vois pas l'argent. Je dirais que je suis pas très proche et très loyal envers mon argent. Et du coup, quand quelqu'un donne un prix, je me dis, ok, s'il a donné ce prix, ça veut dire que ça doit être le juste prix, ça doit être le prix abordable. Alors qu'en réalité, ça marche pas comme ça. Il y en a des gens qui commencent very haut pour que tu puisses descendre un petit peu. Et donc, je peux faire choper ou faire des trucs dans des magasins où tu sais que c'est des prix fixes. T'as pas besoin de négocier. Mais c'est pas la réalité au Sénégal. Au Sénégal, par exemple, à Dakar, les gens commencent à 15 000 francs alors que le produit coûte 2 000 francs, tu vois. Tu risques de te faire avoir souvent. Mais comment on peut juguler entre ces deux mondes? Et est-ce qu'on peut être créatif et développer ces techniques de vente? Ou est-ce qu'on peut être, en fait, un bon vendeur et aussi développer ses capacités créatives? Oui, oui, Habib, comme tu l'as souligné, moi je veux dire on a souvent ce même problème. Ah, je te Voilà, dis. moi je viens, on me dit quoi, tel prix, d'accord, j'achète. En fait, quand je viens, maman me dit voilà, tu devrais, Non. voilà, tu devrais. Nella quoi, ouais, Nella. Voilà, donc c'est ça. En fait, déjà, vous l'avez souligné déjà, avec surtout l'avènement du numérique. Récemment, on a vu ce genre de débat via ce qu'on appelle les réseaux sociaux, en disant par exemple, telle personne n'a pas fait les bancs et utilise tel réseau, et elle n'a pas appris le marketing ni rien, mais elle arrive à faire des chiffres d'affaires en fait. Donc, à quoi sert de faire une formation peut-être en marketing, etc. et autres, alors que c'est des choses c'est des choses qui existent. Mais le problème en est que derrière, par exemple, si on travaille pour une entreprise, moi je suis quelqu'un qui croit à la créativité, à l'innovation. C'est important pour moi. C'est-à-dire, en termes de créativité et d'innovation, pour moi, ça permettra à la personne ou bien à l'internaute ou bien le client tout le temps d'être curieux de découvrir quelque chose de nouveau. Parce que tu mets le client au devant de la scène à travers ce qu'on appelle les activités que tu cherches à faire la promotion via les plateformes que tu as ou bien via les produits ou services que tu vends. Donc maintenant, derrière forcément, il y a ce qu'on appelle cette force de vente on doit lier les deux à la fois, parce que la personne qui a cette capacité de vendre un produit, quel que soit le prix, c'est-à-dire quel que soit l'aspect ou bien quel que soit le service, je pense qu'il y a quelque chose derrière d'assez important et d'assez intéressant aussi, que vous devrez aussi combiner en termes de créativité. Parce que la créativité rejoint ce qu'on appelle cette force de vente. Et cette force de vente aussi doit rejoindre ce qu'on appelle la créativité. On a tendance souvent à dire que si vous avez cette force de vente, vous n'avez pas besoin, par exemple, d'avoir ce qu'on appelle de la créativité, parce que vous allez vous dire que non, moi j'ai cette option, ça me va, mais au fur et à mesure, peut-être, on ne sait jamais, ça risque peut-être de devenir monotone, parce qu'il y a des choses qui vont venir, des choses neuves qui vont venir, par exemple, rejoindre ton activité. Alors, si tu t'es pas préparé, par exemple, là, ça risque de devenir un problème. Et souvent, c'est l'exemple que je donne. C'est vrai, peut-être ça peut être autre cas, mais vous avez vu l'exemple, par exemple, il y avait des marques de téléphone qui existaient, qui n'ont pas eu cet aspect. Ils avaient cette force de vente, par exemple, de vendre leurs produits et leurs services. Tout le monde l'utilisait, par exemple. Mais au fur et à mesure des années, ils n'ont pas pu mettre de la créativité derrière ni d'innovation. Et tac, automatiquement, ils sont devenus has-been et personne ne les utilise. Et maintenant, ils ont du mal à se relancer, etc. Donc, c'est un peu comme Wari, quoi. Comme Wari et ouais. Voilà, donc je voulais pas. Voilà, c'est ça. Voilà, donc comme vous m'avez donné l'autorisation de citer, donc ça, comme Wari, etc. Si je ne sais pas, il y a l'exemple de BlackBerry, par exemple. Hein, Oui, de Nokia, etc. Qui a disparu, ouais. Voilà, donc Nokia aussi. voilà, ils avaient cette force de capacité de vente parce que tout le monde l'utilisait parce que c'était des produits, etc. Mais après, la créativité derrière qui manquait. Donc, c'est juste des exemples pour vous dire que nous, on doit combiner les deux parce que on a besoin des deux en tant que ça soit spécialiste, que ça soit une personne lambda, etc. On a besoin d'allier les deux pour pouvoir vivre dans ce monde, surtout en perpétuel changement et d'innovation aussi, pour pouvoir avancer et faire ce qu'on appelle, moi je dis tout le temps en termes de marketing,
si vous cherchez à vendre ou bien que ce soit des services ou produits, vous cherchez à faire des chiffres d'affaires et c'est important. Et si vous n'innovez pas et si vous n'avez pas cette force de vente aussi derrière, c'est mort. Donc, comme j'ai tantôt expliqué, vous pouvez avoir cette force de vente sans pourtant besoin de la créativité. Mais le problème en est que, quel que soit le fois, les deux doivent s'allier parce que si vous avez cette force de vente, vous n'avez pas besoin de l'innovation, de la créativité. Après, au fur des années, ça risque de devenir monotone et vous risquez d'être dépassé, vous risquez d'avoir des problèmes pour anticiper l'avenir, etc. Donc, c'est ça. Ouais. Je suis parfaitement d'accord. Bon, je pense qu'on a un long chemin à faire sur ça, mais on va y arriver. Et du coup, il y a deux stratégies aussi qui reviennent souvent. C'est la stratégie de développement organique et la stratégie payante. Je sais que sur les réseaux sociaux, il y en a qui font des promotions, qui boostent en fait leur contenu pour attirer plus d'audience. Il y en a qui grandissent de manière organique, sans publicité, sans dépenser quoi que ce soit. Bon, moi, j'en fais partie. Sur mon podcast, je sais que je pourrais gagner plus d'audience si je faisais, par exemple, des partenariats sponsorisés ou si je mettais un budget de marketing et de boost. Sauf que j'ai décidé de grandir organiquement, de la bouche à l'oreille et juste de manière simple, quoi, comme la majeure partie des gens. Et du coup, ma question c'est quel est ton avis sur ces deux stratégies? Est-ce que c'est plus pertinent de combiner les deux ou bien ça dépend en fait de la vision de la personne et de l'objectif qu'il cherche à atteindre? Oui, c'est une question qui est vraiment excellente déjà parce que c'est un débat qui revient souvent et surtout ici au Sénégal, on a ce problème. Tu vois un entrepreneur qui crée son business, tac, automatiquement, il t'appelle PMD, j'aimerais que tu boostes mes activités, je dois faire quoi et quoi, est-ce qu'il me faut avoir une carte prépayée, etc. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je veux booster. Parce que dans sa tête, on lui a fait savoir que quand tu boostes, automatiquement, tu as des clients, tu as des résultats, tu as des followers, etc. Ça, c'est vrai. Comme c'est pour répondre à ta question, c'est-à-dire est-ce que ça dépend par rapport à la personne? Parce que moi, personnellement, en tant que enseignant, par exemple, chercheur, ce que je suggère au préalable quand j'introduis mes cours, par exemple, en social media ads ou bien en marketing digital ads, je préfère, par exemple, commencer par ce qu'on appelle les choses organiques. Parce que, comme l'exemple que vous avez souligné, avec Cercle des influenceurs, là, tu en es sûr que tu as des followers et des personnes vraies, quel que soit le alpha. C'est-à-dire, ces personnes-là vont durer, comme tout à l'heure je l'ai expliqué, dans le temps, dans l'espace, quel que soit alpha, parce qu'ils sont abonnés naturellement. Et c'est la même chose que quand tu utilises par exemple ton activité, tu commences tes activités par exemple en tant qu'entrepreneur. Par exemple, tu lances tes produits, tu fais des storytelling, tu expliques tes produits, voilà, je m'appelle Pape Mamadou, je m'appelle Habib Sall, je suis entrepreneur ou bien je suis étudiant ou bien je suis expert ou bien spécialiste dans tel domaine, donc j'ai trouvé nécessaire de créer ce podcast, etc. Donc pour pouvoir faire ça, etc. Et aussi parler de ton parcours. Et là, boum, quand tu postes ça sur les réseaux sociaux, forcément, il y a des gens qui vont s'abonner ou bien qui vont trouver ce que tu fais intéressant et devenir de façon organique pour pouvoir te suivre. Et aussi, je prends l'exemple de ce qu'on appelle du commerçant ou bien du commerçant, de l'entrepreneur tech. Par exemple, quand il vend des articles ou services, il booste, il a des clients, mais ces clients ne peuvent ne pas durer, par exemple, dans le temps. Ça, ils vont venir, ils achètent, tac, automatiquement, ils vont disparaître. Et ici, par exemple, on a tendance à avoir un mauvais SAV. C'est-à-dire, nous, par exemple, je donne l'exemple. Oui, un mauvais service après-vente. Voilà, au Sénégal, on a tendance à ne pas suivre. Récemment, ça que j'expliquais lors d'un panel, on n'a pas tendance à suivre, par exemple, un client. Quand un client achète nos produits, tac, automatiquement, ça va. Je commande, il me livre, tac, c'est bon. On n'a pas tendance à suivre le client, voilà, à s'informer, à demander au client, est-ce que tel. Et là, après, si tu as cette base de données, imagine tu as par exemple 100 clients, souvent que tu envoies des messages, tu demandes des informations, après tu n'as plus besoin de booster pour pouvoir vendre tes services ou activités, parce qu'ils vont devenir même des influenceurs.
de tes services activités. Un Pamamodou, par exemple, qui vient naturellement à s'abonner à cercle des influenceurs, il est invité, il vient. Dès qu'il sort d'ici, automatiquement, il va faire de telle sorte que cercle des influenceurs puisse avoir une audience parce qu'il va envoyer ça à ses amis, ses étudiants, etc., à sa communauté. Et ils vont venir aussi s'abonner naturellement parce que Habib a trouvé cette stratégie naturelle. Voilà, et c'est positif. Donc moi je me dis que avant de commencer à chaque fois, je préfère que l'on puisse partir de façon organique pour pouvoir aussi avoir ce qu'on appelle des followers ou bien des clients qui sont vrais. Et après, vous avez la possibilité, par exemple, je ne l'interdis pas, hein, si vous voulez rapidement aussi, parce que ça demande de la patience, hein, le fait organique, ça demande beaucoup de patience, parce que surtout, voilà, si je prends l'exemple de Facebook, par exemple, si vous utilisez par exemple votre profil, vous vendez à travers votre profil, vous pouvez, à travers votre première publication, seconde publication, vous pouvez avoir des réactions. Mais quand il s'agit de la 5e ou 4e publication, automatiquement, ils vont baisser votre visibilité en vous demandant de créer une page afin de payer pour augmenter ce qu'on appelle votre taux d'engagement. Donc, vous voyez, souvent, les plateformes même ne nous donnent pas cette opportunité de pouvoir le faire naturellement. Mais si vous avez de fortes chances de devenir, par exemple, un influenceur, d'être connu et par rapport à un ou des domaines, des secteurs d'activité, par exemple, après des secteurs d'activité, donc vous maîtrisez, là, vous pouvez avoir la possibilité de pouvoir gagner en audience de façon naturelle. Et, voilà, Oui, je ne sais pas si tu connais, il y a un article qui s'appelle 1000 fans, 1000 fans, qui a été écrit par Kevin Kelly. Il y a aussi un gourou du marketing qui s'appelle Seth Godin, qui a écrit pas mal de livres. Mais je pense que eux aussi, ils privilégient en fait l'aspect développement organique. Exactement. Parce que bon, le principe c'est qu'en fait tout commence par des vrais fans. En fait, au lieu de faire une promotion et un boost et de cibler en fait tous les charabia qui existent à travers les réseaux sociaux dans le but en fait de filtrer en bas quelques personnes qui pourront potentiellement intéresser par votre produit. C'est la méthode de l'entonnoir, quoi. Ouais, mais eux, ils privilégient de changer la méthode, tu vois, du genre, au lieu d'attaquer tout le monde, mais inverser, en fait. Vous devez aller à l'encontre des personnes qui sont réellement et définitivement intéressées par votre produit et vous les impliquez dans le processus de développement, de conception et de développement et vous grandissez avec ces clients-là et ces clients vont attirer d'autres personnes à travers bouche à l'oreille et puis ils vont devenir des clients vrais enfin et le principe de son article c'est que si vous réussissez à avoir 1000 vrais fans ça veut dire que vous avez une réputation vous avez un brand quoi vous avez une marque et que jusqu'à la fin du temps vous serez en mesure de vendre et de créer en fait une réputation et de fidéliser vos clients parce que ces gens-là ils étaient là dès le départ pas parce qu'ils ont été en fait forcés à travers des campagnes de promotion ou de publicité, non, mais ils ont pu le choix conscient de venir et ils prennent ça comme une entreprise familiale, quoi. Et ça, je pense que c'est important. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie à reproduire sur le cercle d'influence. Je cherche pas à attaquer les charabia ou à parler de tout et de rien ou à essayer de convaincre tout le monde. Je reste dans mon coin. C'est pour ça que même dans les réseaux, tu me vois pas trop. Je fais pas trop de trucs. Je poste et je ghoste en fait. J'essaie d'avoir des sujets et des conversations intéressantes avec des gens intéressants et je poste et je partage. Après, le retour derrière, franchement, ça m'importe pas. L'essentiel, c'est que ça touche, ça impacte et ça inspire. Et je sais que si je fais ce que je fais assez longtemps, il y a de fortes chances que derrière, je vais créer de la valeur ajoutée. Bien sûr. Et cette valeur ajoutée va potentiellement peut-être générer des revenus ou d'autres sources
de passion, bon, on verra. Mais en tout cas, je prends mon temps. C'est normal. C'est pour ça que c'est, comme t'as dit, ça prend du temps. Ça fait 3 ans presque. Non, ça fait 2 ans et demi. Et je pense qu'on a plus de 2100 abonnés sur YouTube. Sur Instagram, je pense, à 8000 abonnés, quelque chose comme ça. Mais bon, mais ça prend du temps. Mais ça va venir. Mais c'est le prix à payer. Non, ça va venir. Parce que comme tu l'as souligné, ça prend du temps, ça demande de la patience, c'est vrai, mais ça va venir. Parce que là, tu as cette assurance que tu as des personnes et des followers vrais. En fait, mentalement et psychologiquement, récemment, je pense que vous avez remarqué via ce qu'on appelle les élections présidentielles. Le Sénégal est allé même jusqu'à acheter ce qu'on appelle des fake followers pour au moins augmenter ce qu'on appelle ses abonnés. Parce que les fake followers, c'est quoi? C'est des plateformes qui vous promettent d'acheter, de vous vendre 100 000 followers en une journée. Tu dépenses 100 000, tac, automatiquement, ils te donnent des abonnés chinois, des abonnés indiens, etc. Et autres. Alors que, en fait, on a cette... bon, moi, tout le temps, je fais des articles en disant que chercher à être authentique, à être vrai via ce qu'on appelle les plateformes, avoir ce qu'on appelle des flows organiques. Si tu as par exemple 100 followers vrais, 200 followers vrais, eux après en retour, ils peuvent influencer d'autres personnes à venir, voilà, acheter, que ça soit acheter ou bien vous suivre ou bien autre. Ça prend du temps, mais c'est utile et c'est bien, voilà. Ouais, je suis d'accord. Et l'autre question, c'est, par exemple, imagine, est-ce qu'il y a une stratégie principale qui marche pour tous les types de contenus, que ce soit pour les sites web, pour les articles de blog, pour les vidéos, les réseaux sociaux? Est-ce que tu peux, par exemple, pour quelqu'un qui est un initié, qui est un débutant dans ce domaine-là, ou qui cherche à créer en fait son audience, qui vient juste de démarrer, est-ce que tu peux donner des principes, par exemple, 3 principes ou 3 astuces qui marchent dans tous les réseaux, dans tous les types dans tous les types de sites web, de réseaux sociaux ou de moyens médiatiques, quoi. Ouais. C'est vrai. C'est vrai parce que comme aussi j'ai l'habitude de le dire, souvent on a tendance à dire que voilà, un initié par exemple, ou bien quelqu'un qui est comme ça, qui ne connaît pas le numérique, ou bien le digital, ou bien le marketing, il vient de se lancer, il va penser que voilà, c'est de la magie, tac, automatiquement les choses vont bouger. Alors, moi j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas souvent de stratégie spécifique pour chaque plateforme. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les algorithmes derrière. Mais il y a des stratégies aussi on a la possibilité d'utiliser des stratégies pour pouvoir au moins essayer de développer ce qu'on appelle nos activités ou bien notre visibilité ou bien nos contenus à travers les réseaux sociaux. Parce que si on parle de contenu, j'ai tendance à dire qu'il y a plusieurs types de contenus que l'on doit connaître. Mais il y a des contenus spécifiques comme les images, les vidéos, les textes. Et aussi ce podcast aussi qu'on est en train même aussi de faire, qu'on peut maintenant dire, c'est des contenus qui sont maintenant utilisés de nos jours pour pouvoir améliorer ce qu'on appelle notre taux d'engagement ou bien notre visibilité à travers les plateformes. Maintenant, tout se joue avec surtout, c'est important parce que moi, si on a un site internet, récemment on a parlé, on doit mettre par exemple des articles de qualité ou bien référencer notre site internet déjà et aussi faire de telle sorte que d'attirer cette phase d'interaction et de retargeting aussi, c'est important, et d'attirer aussi à travers notre site internet. Récemment, j'ai donné l'exemple à un ami, il est dans le domaine de la mode, il vend par exemple des tenues traditionnelles, par exemple. Je lui ai fait savoir que pourquoi ne pas avoir un site internet et comment développer ton site internet. Je lui ai donné une stratégie en lui disant que par exemple, il m'a dit non, le Sénégalais, quand il a un site internet, est-ce qu'il a tendance à venir acheter, etc. Et tout. Bon, je lui ai fait savoir j'ai une stratégie. Par exemple, on va créer un site internet, on va faire du landing page. Et ce landing page-là, on va faire de telle sorte que le client ou bien un Habib, quand il se connecte, on demande à Habib de mettre ses mesures, informations, lieux, etc. On met en gros caractère, chaque mois, on offre 2 tenues à nos clients. Si vous inscrivez via ces informations. Et tu communiques ça via ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Et dès qu'il l'a fait, automatiquement, le Sénégalais, par exemple, ou bien l'internaute, ou bien le client, aime souvent recevoir des cadeaux en échange. Et quand il a fait, automatiquement, il commence à recevoir des adresses mail. Il a cette base de données. En premier, il a plusieurs bases de données parce que
il a communiqué sur ça. Un Pape Modou qui aime la facilité, il va directement, il va mettre ses informations, mesures, etc. Voilà, pour gagner, tenter de gagner. Donc, il a des bases de données et aussi il a ce qu'on appelle aussi cette chance de pouvoir relancer souvent les clients à travers ce qu'on appelle l'email et les informations qu'il a. Donc ça, c'est une stratégie qui peut marcher via ce qu'on appelle le site internet. Donc c'est juste un exemple parce qu'il y a plusieurs autres stratégies. Donc, on en a parlé tout à l'heure, référencement, les contenus, etc. Donc pour les plateformes sociales médias aussi, il suffit par exemple aujourd'hui de pouvoir faire ce qu'on appelle des stratégies de storytelling et de story living. Les storytelling, par exemple, c'est avant de vous lancer. Quelqu'un qui commence, par exemple, qui cherche à avoir une stratégie, parce que j'ai testé ça avec des personnes qui n'ont pas fait les bons. C'est-à-dire des tatas qui sont souvent dans la transformation céréalière. Donc, elles n'ont pas, 90% elles n'ont pas fait les bons. Elles voulaient, par exemple, profiter des réseaux sociaux pour pouvoir vendre ce qu'on appelle les arauts qu'elles font, les articles, les produits qu'ils ont tendance à transformer. Je les ai fait savoir. En fait, on sait que de nos jours, tout le monde utilise TikTok. Même ma mère, par exemple, qui n'a pas fait les bancs, par exemple, tout le temps, elle est là. Pareil. Voilà. Pareil. Elle est là, TikTok. À chaque fois, si elle trouve quelque chose d'intéressant, elle m'appelle, papa, ça c'est intéressant, qu'est-ce que je dois faire pour l'avoir, etc. Je lui explique, tu l'appelles, tu fais telle chose ou telle chose. Donc, je me suis dit qu'à travers ça, nos mamans, par exemple, qui font la transformation céréale, j'ai fait de telle sorte qu'elles puissent prendre ça en vidéo, leurs activités, et s'asseoir, prendre ces produits et présenter. Je m'appelle Yaye Fatou Tel, je vends ces produits-là, donc j'aimerais que vous venez me soutenir via ce compte TikTok que j'ai créé, etc. Et tu montres à Yaye Fatou comment elle poste sur TikTok, comment elle met la vidéo de façon simple, et quand elle fait ça, automatiquement, il y a ce qu'on appelle, cette idée derrière, de followers, de personnes qui comptent. Parce que je me suis dit que leur façon est spécifique, ils ne peuvent pas communiquer sur Facebook, ni sur les autres plateformes, parce que là, ça demande quelques compétences. Mais ils n'ont pas fait les pas, ils peuvent utiliser par exemple TikTok pour poster les vidéos, etc., juste avec des questions de stratégie. Et aussi, il y en a plusieurs, que ça soit pour chaque plateforme spécifique, que ça soit Facebook, que ça soit Instagram, que ça soit tel. Donc, mais tout dépend après de ce qu'on appelle des algorithmes. Parce que l'algorithme avec le comportement de Facebook, l'algorithme avec le comportement de TikTok, comment il se comporte avec TikTok, l'algorithme comment il se comporte sur Instagram, sur YouTube, etc., diffère. Donc c'est pour cela qu'on a trouvé nécessaire souvent de pouvoir faire des choses, contenus spécifiques pour chaque plateforme. Et pour finir cette question, j'ai fait récemment aussi une publication en disant que en termes de contenu aussi sur les plateformes, il faut challenger par exemple l'internaute, ou bien il faut faire de telle sorte que l'internaute ou bien la personne qui vous follow sur les réseaux sociaux puisse être curieux. En fait, comment si vous prenez l'exemple des grandes marques comme Adidas ou bien Nike par exemple, la façon dont ils communiquent par exemple sur Facebook ou bien sur Instagram diffère souvent ou bien sur TikTok. Parce que pourquoi ils le font? Parce que là, ils ont cette possibilité, à chaque fois, Pape Mamadou, quand il le follow sur Instagram, sur TikTok, à chaque fois, il sait qu'il y a quelque chose de nouveau sur telle plateforme qui est différente de cette plateforme. C'est-à-dire que tu donnes envie à la personne de pouvoir ne pas avoir des choses qui sont monotones. T'as parfaitement raison, parce que TikTok, c'est pas LinkedIn. LinkedIn, c'est professionnel. Exactement. C'est beaucoup plus mature, alors que TikTok, c'est la jeunesse, c'est la folie, c'est l'entertainment, c'est l'amusement, tu vois. Pareil aussi, Instagram, c'est pas Facebook. Instagram, c'est plus visuel, c'est plus en fait orienté vers l'art, la beauté, alors que Facebook, c'est plus du storytelling. Donc ça, t'as parfaitement raison. Là, juste quelques questions avant qu'on boucle. Est-ce que tu peux parler un petit peu rapidement de quel est ton avis sur l'intelligence artificielle et sa relation avec le marketing? Bon, je sais qu'il y en a qui sont un peu pessimistes par rapport à l'IA. Moi, je fais partie du camp des optimistes. Je pense que l'IA, en fait, l'intelligence artificielle va nous aider à devenir beaucoup plus autonome et d'avoir plus de temps à consacrer sur d'autres activités beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus créatives. Par exemple, il y a quelques années, on parlait du copywriting, mais maintenant avec ChatGPT, avec des plateformes d'intelligence artificielle, tu peux demander en fait ChatGPT de t'écrire un article, de te sortir les mots-clés et de partager ça sur les réseaux. Je pense que, mais ça va pas dire que lui, le métier du copywriting n'est plus comme avant, mais ça va pas dire que ce
ceux qui faisaient du copywriting n'ont plus de travail. Non, ils peuvent en fait s'orienter vers d'autres activités beaucoup plus intéressantes. Donc toi, quel est ton avis sur l'intelligence artificielle? Oui, c'est une question aussi, comme je l'ai souligné tout à l'heure, qui nécessite aussi plusieurs, bon, je dirais, panels, débats, etc. Parce que je pense que Oui, je suis l'IA est d'accord, mais de venue. manière simplifiée, t'inquiète. Voilà, l'IA est venue comme ça, tac, voilà, au-dessus de nos têtes, voilà, et pour tout le temps, les gens parlent en disant que voilà, l'IA nous menace, l'IA menace nos jobs, nos activités, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, ça risque de nous amener en chômage, etc. Il y a de cela depuis depuis un an ou bien quelques mois, si je ne me trompe pas, j'ai commencé à intégrer à travers mes modules de formation l'IA et le marketing digital. Parce que moi, je me dis que l'IA est là pour nous aider. Je suis comme vous, hein, Habib. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà, exactement. Je suis optimiste par rapport à l'IA parce que je me dis que l'IA est là pour nous aider en termes de tâches, d'activités et tout. Mais on doit l'utiliser de telle sorte que comment faire de ce que l'IA puisse être utile par rapport à nos activités ou bien à nos tâches. Déjà, il y a l'automatisation avec des outils comme Zapier, etc. Avec le copywriting, tout à l'heure, tu en as parlé avec ChatGPT, il y a CopyAI, etc. Donc, même vous utilisez l'IA pour faire ce qu'on a vos tâches, on ne doit pas laisser uniquement l'IA faire tout. Mais à chaque fois, il y a des modifications et des informations et des choses à faire derrière. Ça nous aide. Ouais. Ça nous aide. Ça nous aide à travers En même plusieurs... temps, les machines ne peuvent pas remplacer l'humain, L'humain, quoi. c'est Parce que impossible. les machines, en fait, ils sont programmés pour répondre à un besoin spécifique, mais ils n'ont pas cette capacité d'adaptation, d'analyse et de réflexion, en fait, qui prend en compte l'aspect intuition, l'aspect conscience, Exactement. l'aspect estime de soi. Une machine n'est pas consciente, N'est elle pas... n'a pas la Voilà. conscience de soi, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, on doit avoir cette culture de se dire que l'IA est là pour nous aider à nous améliorer, à aider par rapport à notre... Parce que ça devient beaucoup plus rapide, parce que quelque chose que tu faisais, avais l'habitude de faire. Par exemple, nous, il y a de cela quelques années, quand on utilisait par exemple Google Analytics pour connaître par exemple le parcours client, etc. Maintenant avec GPT-4, excusez-moi, Google Analytics 4, GA4 par exemple, là avec l'IA, c'est beaucoup plus rapide. On le fait à moins de quelques minutes. On a juste on a l'exemple par exemple du parcours, comment Habib quand il est sur www.secdesinfluence.com, il est entré sur quelle fenêtre, il a cliqué où, pourquoi il n'a pas validé, etc. En quelques secondes, on a toutes ces informations, alors qu'il y a de cela quelques années, sans l'IA, c'était hyper compliqué. Donc, pour vous dire que l'IA nous aide. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant. Et moi, je combine maintenant l'IA avec le marketing digital parce que l'IA générative, on ne peut plus parler d'IA générative sans pourtant de nos jours parler de marketing digital parce qu'il y a plusieurs outils de création de contenu, de création, de gestion de tâches, d'outils, etc. qui nous permettent de pouvoir nous améliorer directement avec, voilà, de façon rapide et fast. Surtout, on est dans un monde qui bouge. Voilà, on a besoin Non, d'être non, non. fast. Ouais, non, t'as parfaitement raison. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Je pense on peut continuer d'en parler toute la journée. Ces sujets, c'est super fascinant parce que c'est un sujet en fait qui agglomère à la fois la psychologie, le comportement, l'aspect en fait émotif et émotionnel de l'être humain. Tout en combinant en fait les techniques de vente, de manipulation et de créativité. Donc c'est super intéressant. Et donc là, franchement, ce fut un plaisir. J'ai beaucoup appris. Ouais. J'ai beaucoup appris à travers nos échanges. Pour juste en fait pour finaliser, est-ce que tu as un défi que tu rencontres actuellement dans le cadre de tes activités? Et dernière question, c'est quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Oui, merci beaucoup Habib. Donc si on parle de défi aussi, déjà j'ai ce concept qui s'appelle le digital pour tous. Donc le digital pour tous, voilà. Donc à chaque fois, via même mes réseaux, j'ai l'habitude à chaque fois quand je fais une publication, en bas, voilà, quand je fais une publication, à chaque fois, j'ajoute le digital pour tous. C'est-à-dire pour moi, je pense que
on est dans un monde du numérique et tout le monde doit bénéficier et aussi doit avoir des notions dans le numérique. C'est important, même ceux qui n'ont pas fait les bancs. Et ça aussi, c'est un challenge pour moi. C'est-à-dire de faire de telle sorte que ceux qui n'ont pas fait aussi les bancs, les personnes analphabètes, souvent je ne tiens pas à utiliser le terme analphabète, voilà, donc c'est ça. Voilà, exactement. Donc de pouvoir utiliser le numérique digital, voilà, de pouvoir soit faire le déroulé des activités, de faire du e-commerce, de vente en ligne, de pouvoir aussi même y travailler après parce qu'on ne sait jamais. Ce défi, c'est aussi l'acculturation numérique parce que souvent on nous amène en mission avec des structures pour former des jeunes, mais il y a des problèmes de fracture numérique. Donc en action, on fait des formations en acculturation numérique, on a ces problèmes de fracture numérique parfois. Quand on va dans la région, que ce soit, je cite par exemple, je donne l'exemple récemment à Diourbel, il y a ces problèmes de fracture numérique. Parfois, tu peux venir pour former les jeunes, ils ne sont pas informés de ce qui se passe presque d'Internet. Donc, tu es obligé de faire l'acculturation, tu es obligé de faire telle chose. Donc, ça, c'est un défi pour moi, de pouvoir initier toute personne qui a cette passion ou bien qui cherche à utiliser Internet, de pouvoir maîtriser le numérique, de pouvoir maîtriser le digital et tout, quoi. Donc, pour moi, c'est ça, c'est un défi, le digital pour tous. Voilà, donc c'est ça. Et l'autre question, c'est quoi exactement? C'est... La dernière question, c'était c'est notre question de clôture. Notre closing question, c'est quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Bon, écrire mon nom dans l'histoire des jeunes qui ont boosté le monde, le monde du numérique. D'accord. Voilà, donc les jeunes, j'en parle souvent avec des amis parce que d'habitude, j'initie des formations gratuites que je fais, que ce soit dans la banlieue, voilà, un peu partout, souvent au Sénégal. Je le fais parce que je cherche derrière à marquer l'histoire avec des choses, voilà, qui sont des ondes positives. Donc pour moi, c'est ça, écrire mon nom dans l'histoire des jeunes qui ont initié et propulsé ce qu'on appelle, que ce soit le marketing digital, neurosciences, neuromarketing, la communication digitale, etc. quoi. Donc c'est pour cela, à chaque fois, j'ai mon challenge. J'ai des défis, plusieurs défis, donc je les ai dit tout à l'heure, donc c'est ça. Voilà, en tout cas, je ne sais pas si vous me donnez l'autorisation de vous oui, allez-y, remercier. vas-y. Voilà, de vous remercier. Voilà, non, on est ensemble. Voilà, parce que voilà, c'est comme déjà, on est des jeunes. Et moi, personnellement, quand on m'a parlé de l'initiative, tac, automatiquement, je me suis dit que je n'hésite pas. Parce que on a tendance à avoir ce genre d'initiative que l'on doit véhiculer et aussi faire la promotion. Pour moi, c'est important parce qu'on a besoin de ça. Et si une personne arrive à être influencée à travers ce concept, donc plusieurs autres personnes aussi, cette même personne peut influencer d'autres personnes aussi en même temps. Donc c'est important et je te remercie. Habib, le concept est vraiment top et je pense qu'Inch'Allah, moi personnellement, je me porte ambassadeur de SEC des influenceurs. Ah, merci. Je vais communiquer. Pour moi. Merci beaucoup. Je ferai l'impossible, Inch'Allah, à chaque fois de communiquer à travers les plateformes sociales médias. Donc, pour pouvoir donner plus d'audience à cette émission ce concept qui est vraiment top. Et machallah, j'apprécie. Et j'ai beaucoup appris aussi venant de toi, qui est une personne vraiment. Elle a la tête pleine. Ah non, moi je suis un éternel apprenti là. Moi je suis l'étudiant, c'est toi les serignes là. Moi je suis un petit talibé, c'est toi les serignes quoi. C'est toi les chers quoi. Non mais sérieusement, honnêtement, franchement... franchement, j'ai aimé notre conversation et je pense qu'on a pas mal de points en commun. Et comme je te disais en off, le podcast, c'est juste une vitrine. C'est pas, moi, je fous rien. Moi, je fais que poser des bonnes questions. C'est vous qui êtes sur le terrain. C'est vous qui formez les gens. C'est vous, en fait, qui inspirez plus, quoi. Et l'objectif derrière, c'était vraiment ça. C'était de donner de la voix et de la plateforme à ces personnes qui changent,
qui inspire, qui impacte et qui motive, quoi. Surtout des jeunes, parce que bon, dans notre culture, on a tendance d'habitude à voir des gens âgés sur le devant de la scène, alors que l'âge, je pense pas que l'âge est un critère de compétence. Il y a beaucoup de jeunes qui changent le monde, qui évoluent, qui deviennent de grands leaders. Donc, c'est bien de leur donner aussi la voix là, et de leur donner aussi cette plateforme pour qu'ils expriment, en fait. Pour donner aussi parce que je pense que parfois le message peut passer mieux si ça vient de quelqu'un qui a le même background, le même âge, la même couleur que vous, que si ça vient de quelqu'un qui est aux États-Unis, qui vit en fait dans un monde complètement différent. Tu vois un peu l'idée. Mais en tout cas, j'ai beaucoup appris. Et pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, qui aimeraient vous contacter, est-ce que tu peux partager comment ils pourront entrer en contact avec toi? Et moi, je mettrai tous ces liens dans les show notes. Si tu as aussi des trucs que tu aimerais que je mette dans la description de la vidéo, on en parlera en off sans souci. Super, super. Merci beaucoup. Comme je l'ai tout le temps, je l'ai tantôt aussi exprimé à l'introduction. Donc, je suis Pape Mamadou, donc spécialiste en marketing et communication digitale, aussi diplômé en neuromarketing aussi, et en même temps aussi fondateur de PMD Academy, donc Programme Marketing Digital Academy, d'une entreprise aussi qui existe depuis 2019, e-commerce, etc. Et aussi agréé aussi, je suis agréé aussi par l'État à des PME, donc comme aussi spécialiste consultant en marketing et en communication digitale. Donc si c'est les personnes qui cherchent à me joindre, par exemple, ils peuvent me contacter via 77 230 17 87, ou bien aussi Habib va mettre, voilà, aura la possibilité de mettre toutes les informations, voilà, via mes plateformes sociales médias. Sur LinkedIn, c'est Mamadou Diouf, sur Facebook, c'est PMD Digital, et mon site internet, c'est PMD Academy, donc ou PMD Consulting. Donc quand vous recherchez sur Google, donc vous pouvez avoir les informations, et voilà, donc c'est ça. Et je vous remercie. Et voilà, comme j'ai tant d'expliquer, moi personnellement, je me porte influenceur. Merci. Et ambassadeur aussi. Voilà, je vais communiquer à travers mes réseaux et tout, quoi. Merci beaucoup. C'est top. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Oui, allez les gars, n'hésitez pas à envoyer un message à Pape Mamadou sur les réseaux de ce que vous avez appris de cet épisode. Et si vous avez des questions aussi spécifiques sur le neuromarketing, le marketing numérique, ou si vous êtes intéressé par ces formations, n'hésitez pas à le contacter. C'est le Cercle d'Influence Podcast. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.